Alors, je vous demande de redoubler d'applaudissements parce que le réalisateur va bien nous rejoindre. Je vous demande d'accueillir Guillaume Biron. Merci. Bonsoir. Bon, Guillaume, vous n'êtes pas venu tout seul, puisqu'il y a 4 de vos acteurs qui sont en coulisses, et je vais les appeler. Je vous demande d'accueillir Guylain de Fonclard, Jean-Charles Pichet, Karine Lecleux et Léa Betty. Guillaume, je disais en présentation de votre film au début que c'était votre premier long métrage, un long métrage historique, c'est pas plus simple quand on commence. Est-ce que, comment vous avez effectivement trouvé ce sujet qui est issu d'un fait divers? Oui, effectivement. Donc en fait, le film est inspiré de 2 faits divers, donc de 2 histoires vraies, un fait divers italien et un fait divers français. Donc le fait divers italien est assez similaire au film que vous avez vu, c'est-à-dire que c'est un homme amnésique, donc sa photo paraît dans la presse et 2 femmes vont le réclamer. Mais il se trouve, voilà, donc il va y avoir un très long feuilleton judiciaire et donc il va opposer ces 2 femmes et la justice va confondre cet homme et en fait va révéler qu'il était un imposteur. Moi, ça, c'est pas une chose que j'ai retenue dans le film. Je trouve ça plus intéressant qu'il y ait une certaine ambiguïté, en tout cas là-dessus. Et puis l'autre fait divers, c'est un fait divers donc, français. Donc, c'est un soldat amnésique donc, qui est retrouvé sur un quai de gare, qui est recueilli dans un asile. Et là, quand sa photo paraît dans la presse en 1920, donc c'est pas 2 femmes qui le réclament, mais c'est 300 familles qui écrivent à l'asile. Donc, ce qui est un nombre complètement ahurissant. Mais de notre point de vue aujourd'hui, mais qui peut s'expliquer parce que la Première Guerre mondiale, c'est 300 000 soldats qui sont portés disparus. Et donc, c'est autant, donc ça multiplie autant les proches qui sont sans nouvelles de leur, les familles pardon, qui sont sans nouvelles de leurs proches disparus. Et donc, parce qu'un disparu, finalement, c'est quelqu'un qui n'est ni mort ni vivant et qui peut toujours revenir. Donc, il y a un espoir, et cet espoir, en fait, est tellement fort que ces familles veulent croire, malgré les preuves contraires, que cet homme et leurs proches disparus. C'est ça qui m'a touché, qui m'a bouleversé, fasciné dans cette histoire, c'est que finalement, l'identité n'est pas une affaire de science, mais c'est une affaire de croyance. Voilà. Et que donc, quand on veut croire, il n'y a pas de preuves contraires qui tiennent. C'est ce que j'essaie de raconter. Voilà. Comment on fait justement quand on lance la production d'un premier film pour faire un film d'époque avec un film à petit budget finalement? Oui, en fait, alors c'est vrai que c'était un pari un peu risqué, voilà, et ambitieux de faire un premier film comme un film d'époque, parce que ça coûte plus cher. Et donc, ça, il y a plusieurs stratégies. Voilà, en tout cas, le nombre de décors est relativement réduit pour que l'argent soit bien dépensé sur chaque décor, que ce soit le plus beau et le plus flamboyant possible. Et puis après aussi, le film est plutôt disons un film intimiste, il n'y a pas beaucoup de scènes de reconstitution extérieure, voilà, mais ça, voilà. Mais moi, j'avais ressenti aucune frustration par rapport à ça. Alors, j'ai une question pour Karim, effectivement, qui joue un personnage amnésique. Quand on est acteur, on peut être amené à penser ou à travailler le passé de son personnage. Dans cette situation, comment on travaille son personnage? Sur l'immédiateté, c'est assez génial du coup de ne pas travailler le background du personnage, mais de travailler vraiment sur la relation immédiate. Et c'est quelque chose qu'on se dit très rapidement avec Guillaume. Et puis j'ai eu la chance aussi de travailler avec 2 partenaires, dont Léa Betty et Louise Bourgoin, donc c'est très facile de travailler sur l'immédiateté pour des partenaires, parce que vous êtes toujours dans le temps présent et de façon très forte. Et on a beaucoup travaillé aussi en amont au scénario pour garder un mystère sur cet homme,
on a essayé de ne pas être trop explicite, et de savoir est-ce qu'il est amnésique ou est-ce qu'il en joue de cette amnésie. Et on a essayé de trouver une ambiguïté sur le personnage. Ce soir, en tout cas, Louise Bourgoin a laissé Karine Léclou aller l'appétit. Comment ça a été la collaboration entre... Parce que c'est mon âme. Voilà. Louise, t'avais qu'à être là. On n'est pas là. Éliminé. Comment ça a été votre première collaboration finalement au cinéma? Vous connaissiez peut-être avant dans la... Avec Louise ou avec Karine? Karine. Oui. On a eu la chance de tourner ensemble déjà dans La Source des femmes de Radu Mihailinaou. J'ai réussi à dire son nom. C'est quoi? Il a aidé à nous. Bon, peut-être. Peut-être. Je crois. Non, il sait toute l'admiration que j'ai pour lui. J'étais un peu frustrée, évidemment, sur La Source des femmes, parce qu'on n'avait pas beaucoup de scènes ensemble. Et c'est vrai que j'étais très très heureuse quand j'ai rencontré Guillaume, Karine était déjà sur le film bien avant que je sois là, donc j'étais trop heureuse. Et puis Louise, même si on a malheureusement peu de scènes ensemble, ça a été pour le coup une première rencontre. Et ce que je disais tout à l'heure en interview, je dis il y a des acteurs comme ça où l'époque leur va hyper bien. Et Louise, quand j'ai découvert le film la première fois, je me suis dit mais c'est fou comment cette époque, cette femme de cabaret, ça lui va à merveille. Donc non, ouais, j'étais très heureuse de travailler avec tous ces acteurs, et évidemment Jean-Charles. Même si t'es pas très gentil avec moi dans le film. Pareil, non, ça a été un tournage très très doux. C'est vrai, hein. C'était doux dans tout le bon sens du terme, quoi. J'ai un souvenir super beau de ce tournage, ouais. Alors on va demander aux acteurs, est-ce qu'à un moment donné, dans le film, en lisant le scénario, vous avez pris parti pour l'une ou l'autre, pour savoir quelle était la réelle épouse Évidemment. J'imagine que c'était votre personnage. Comment vous savez? Non, mais pour le coup, moi, j'étais en... C'est ce que j'aime, c'est ce que tu disais, tu parlais d'identité, c'est là où il y a un petit thriller où on se dit, mais... Et en fait, au final, qu'est-ce que l'amour, c'est irrationnel, c'est son cœur à lui qui choisira, en fait. Et il y a une espèce de... Et d'ailleurs, c'est hyper beau dans l'écriture de Guillaume, le personnage de Louise est magnifique, parce que ce qu'elle lui dit, évidemment, je te préfère heureux sans moi, c'est un acte d'amour sublime. Donc c'est vraiment... ouais, c'est un film sur l'amour, quoi. Le vrai. Et si on demande un avis peut-être plus neutre à Véronique Guilin, quel a été votre avis en lisant le scénario? Mais moi j'ai aimé ça aussi, que ce soit un film sur l'amour, c'est-à-dire déjà qu'il n'y ait pas entre ces femmes de la rivalité, des choses attendues, de la jalousie, etc. Moi je joue Carlotta, puis d'avoir cette espèce de faune féminine gérée, à danser, tout ça, c'était génial quand même de se replacer dans les années 20, après-guerre, avec les femmes qui avaient obtenu beaucoup de choses, malheureusement, hein, avec l'absence des hommes qui avaient avancé aussi dans les métiers, etc., donc dans l'autonomie. Mais c'est ça que j'ai aimé, c'était que c'est une histoire sur l'amour, pas seulement une histoire d'amour, c'est ce que je te disais, Leïla, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est l'amour quand il n'y a pas forcément le passé pour expliquer le conditionnement qui dirait que non, c'est l'amour à l'instant T présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui on aime? Qu'est-ce qu'on aime? Et ça, j'ai trouvé que c'était une question hors du temps et magnifique. Donc c'est ça qui m'a plu. Et ensuite, c'est aussi la douceur, le tournage, le souvenir d'avoir la précision de Guillaume en même temps que beaucoup de délicatesse et de douceur. Donc ça, c'était formidable. Ouais. Jean-Charles, à toi. C'était avec qui? Ah oui, moi j'ai pas pris position. Non, oui, je sais pas. J'ai pas trop pris parti parce que le parti il était déjà d'aimer Leïla et en tant qu'actrice et son personnage.
Oui, moi j'ai été acquis à la cause, et puis le personnage est tellement dans le doute permanent et tout ça. Moi je suis vraiment petitement l'élément un peu sournois le Iago de ce film, quoi. Donc, oui, moi j'avais choisi une sorte de camp, mais qui était un peu la perfidie, quoi. Mais le camp qui, qui allait me donner le plus de satisfaction à moi, quoi. Plutôt un truc Très opportuniste. Oui, c'est assez opportuniste, je pense, quand même. Donc voilà, non, oui, je rejoins aussi le tournage hyper doux. Non, c'était super. Puis, je trouve que c'est comme, parce qu'on parle de films d'époque, de costumes et tout ça, c'est un jeu assez moderne quand même. C'est assez, c'est virevoltant, enfin je sais pas, voilà, même l'écriture, elle est pas empoulée, on n'est pas, voilà, non, en tout cas, c'est pas un classique de chez classique. Voilà. Tu t'attendais pas à ça, oui. On va prendre des questions dans la salle, mais avant, je suis peut-être curieux d'un petit sondage, justement, pour savoir dans la salle qui pense que Karim, que l'épouse de Karim était là, et qui pense que l'épouse de Karim était Louise. Donc on va faire en levée de main. Non, pas les SMS, c'est des trucs là. 80 110, 3,70 € le SMS. Qui pense que Leïla, alors on va faire le Que Leïla, moi je pense que qui pense que Leïla était la vraie épouse de Karim? Qui pense que Louise? Et qui ne sait pas? On va prendre des questions dans la salle. Est-ce que maintenant vous pouvez lever la main et pour poser une question? Moi, je ne voudrais pas poser une question, je voudrais dire que c'est digne d'Alfred Hitchcock. Bonsoir, c'est une question. Alors, madame. Alors, je suis Mamina. Léa, c'est Mamina. J'ai une question pour Léa. C'est Mamina. Quelle a été votre inspiration pour accepter ce rôle? Bonjour Mamina. On s'est rencontrés il y a quelques mois. Je suis contente de vous voir. Vous avez votre petit-fils. Moi, j'étais emballée par le Simon. Bonsoir. Qu'est-ce qui m'a vous a oui, motivé à. Quand j'ai lu j'ai eu la chance de lire le scénario de Guillaume. Moi, l'idée de jouer une grande amoureuse, déjà, ça me plaisait. J'avais jamais eu un rôle aussi. Cette femme qui, par amour, est prête à faire des choses pas très propres quand elle propose de l'argent à Louise, mais par amour, il y a une espèce de. Et puis elle l'attend, et puis elle est. Et moi, ça me plaisait. Julie, elle me plaisait, et puis l'histoire me plaisait. Pour reprendre ce que tu disais, Jean-Charles, c'est vrai qu'il y avait une espèce de modernité aussi dans l'écriture de Guillaume. L'idée aussi de travailler avec Karim. Il y a eu toutes ces choses, et puis moi je suis une grande amoureuse des gens, des choses, de mon homme, enfin voilà, et l'idée de faire un film aussi sur l'amour, mais ouais, c'est tout ce qui me plaisait. J'avais envie de raconter cette histoire. Ouais. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? On peut remercier Diane qui passe le micro. Merci Diane. Bonsoir. Moi j'avais une question pour le docteur Gramont. J'ai été frappé par d'abord l'importance de ce personnage dans le film et le fait que son côté médecin est souvent effacé par son aspect auxiliaire administratif, auxiliaire de police, auxiliaire de justice. Donc je voulais savoir comment avait été conçu l'équilibre du personnage et si
dans les vraies histoires qui ont inspiré les deux faits divers, on avait des éléments sur l'intermédiation des médecins qui ont traité les patients en question. Sortez. Vous allez trop loin, monsieur. Et en France, monsieur, ici. Dans le fait divers français, c'est le docteur Fénérou, il s'appelait, c'était le directeur de l'asile de Rodez qui, jusqu'à la retraite, a essayé de retrouver les proches de la famille. Et en fait, il était en première ligne, évidemment, il était en lien avec les ministères, alors je ne sais pas lequel, si c'était des armées ou des pensions, enfin en tout cas, voilà. Et il était un peu en première ligne, puisque c'est lui qui recevait tout le courrier et qui était chargé de sélectionner les différentes familles selon les dossiers de ces familles et de les confronter aux patients quand le patient voulait bien les recevoir. Donc, et même dans cette histoire, finalement, ils ont essayé de trancher en faisant la méthode de l'abscessisation, c'est-à-dire que c'est de provoquer la fièvre chez le patient comme un sort de vérité pour essayer d'avoir la vérité. Ça, c'est une expertise qui a été proposée par un autre médecin, donc voilà, qui a joué aussi un rôle, effectivement, comme vous dites, d'auxiliaire de police ou d'enquêteur, ou en tout cas, voilà. Donc effectivement, dans le fait divers, le médecin a joué un peu tous ses rôles. Oui, et dans le film, effectivement, j'interviens à la fin pour dire que, pour rendre compte de ce que la justice a décidé, mais comme on le disait tout à l'heure, le médecin, c'est un peu, enfin, il ne se décide pas non plus, enfin, lui, il n'a pas d'avis, il est un peu perdu comme tous les hommes du film, et eh bien, il croit à chaque fois ces femmes qui sont tellement amoureuses que il en est touché et il laisse partir cet homme auprès de chacune des femmes. Ah, alors on va prendre une question devant. Vous avez fait un travail particulier sur toutes les amnésies, sur les types d'amnésie et sur. Parce que là, enfin, dans le film, on a très vite l'impression qu'il est plus amnésique du tout. On ne sait pas trop. Karine, t'étais amnésique ou pas? Très vite, on ne voulait pas enfermer justement le personnage dans l'amnésie, dans la maladie, pour pouvoir proposer justement je trouvais que la trajectoire du personnage, c'est quelqu'un qui est objet du désir et qui tout d'un coup va prendre son désir en main. Et c'est plus sur la destinée des choix amoureux, ce que je disais d'ailleurs sur la thématique de l'identité et de la croyance. Mais c'est vrai qu'on est très vite, je crois, sorti en tout cas de vouloir enfermer le personnage dans ça. Et il y a une ambiguïté, on voit notamment avec le personnage de Louise, où on se demande s'il joue pas aussi s'il joue pas un jeu. Et voilà, il y avait quelque chose de cet ordre-là que tu vas compléter. Voilà, je l'ai vu. Non, mais en fait, juste pour répondre que la question reste ouverte et que ça, c'était aussi un choix voilà, dans le film pour que vous, spectateurs, vous puissiez être actifs, et finalement mener votre propre enquête et que tous les indices que ces deux femmes apportent aux médecins et tous les indices qui sont distillés dans le film sont tous plus ou moins ambigus. Et même quand par exemple Karim déboule dans la chambre de Leïla en pleine nuit et qui dit qu'elle a fait un rêve, et qu'elle l'amène dans le studio photo et qu'elle lui montre tous les éléments du studio photo, elle offre une interprétation de ce rêve. Et lui, il dit oui, c'est ça, mais est-ce que j'ai vraiment rêvé de ça ou pas? Enfin, et donc voilà, tout ça est sujet à caution, à interprétation, et donc enfin, c'est à chacun sa vérité et à vous donc de forger la vôtre. Et puis il y avait peut-être aussi il y avait peut-être aussi l'idée justement de s'échapper de la vie du docteur et que la vie chez Leïla et chez Louis c'était assez agréable pour ce personnage classique, tu m'en voudras pas. C'était bien de quitter ses vies et du coup je pense que c'est un personnage aussi qui a le désir d'épouser un costume et une identité et je pense qu'il va d'ailleurs à la fin du film il fait un vrai choix et c'est ce que je trouve intéressant puis c'est un film qui donne un peu de peps, enfin
moi, ça m'a donné de la joie quand j'ai découvert mes partenaires. Je me suis dit, tiens, si j'étais amnésique demain et que mon coin s'est réveillé, c'est pas pour moi. Et j'aimais beaucoup cette idée de l'homme un peu objet de désir. Je trouvais que c'était hyper moderne comme vision, parce que souvent on a mis dans le cinéma des femmes en objet de désir. Là, c'est deux femmes qui se battent pour un homme. Et un homme comme moi, donc bon, mais que vous dire que je trouve que c'est un film qui donne de l'espoir aux amis. Il y a une question tout en haut. Oui, bonsoir. J'ai passé un très bon moment. D'abord, une petite remarque pour Leila Bekti. Elle a déjà joué une très grande amoureuse dans Le Flambeau. Ensuite, deux petites questions. Une au réalisateur. Moi, je fais partie de la génération qui a vu un film. Je pense que c'est revenu un peu à l'esprit de tout le monde. Pour moi, c'était un peu le retour de Martin Guerre à l'envers. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait... Est-ce que vous vous êtes un peu inspiré de ça, oui, non, à l'envers? Est-ce que les acteurs connaissent ce film et y ont pensé? Et une autre question plus spécifiquement à Karim Leclou, qu'on a découvert il y a déjà quelques années dans Hippocrate, où il jouait d'ailleurs avec Louise Bourgoin. Je voulais savoir si, et on l'a revu dans d'autres films formidables depuis, est-ce que quand il a tourné Hippocrate, est-ce qu'il avait le sentiment que il y a eu un déclic à ce moment-là? Enfin, est-ce que quand on joue quelque chose comme ça, on se dit, tiens, ça va peut-être marcher, ou c'est peut-être ça qui va te faire basculer dans une autre carrière? Voilà. Oui, merci. Alors, le retour de Martin Guerre, je ne sais pas si tout le monde connaît le film, il est très connu. Enfin, c'est un film des années 80 avec Nathalie Baye et Gérard Depardieu. Et ça se passe au XVe siècle, je crois. Et en fait, donc, on est encore une fois, effectivement, dans le retour du soldat qui revient de la guerre. Et ce soldat qui revient de la guerre, est-ce que c'est bien celui qui est parti et celui que sa femme attendait? Donc il y a toute une question autour de ça. Et le film va révéler, je vous dis pas si jamais vous voulez pas. Ouais. Et donc bref, donc en fait effectivement c'est une source d'inspiration évidente. Et après voilà, moi, encore une fois, ce qui m'intéressait, c'est qu'il ne soit pas un imposteur et que la question, enfin disons, ça m'a été suggéré dans un débat, c'est que finalement cet homme est un imposteur malgré lui. Voilà. Et donc c'est l'idée que je trouvais intéressante. J'ai un peu oublié la question. Ah, oui, pardon. Ouais, je vois beaucoup. Merci. Je suis amnésique. Non, ça, en tout cas, je vois beaucoup à Thomas Luthier. Voilà, je ne sais pas à quel niveau, mais c'est un réalisateur que j'aime particulièrement, donc je lui dois beaucoup, ça c'est sûr. Et puis c'était marrant de retrouver Louise dans ce film, parce qu'il y avait quand même un sentiment de proximité, parce que quand on tourne une série, ça dure quand même un certain temps, et là on a fait 2 saisons, donc quand je l'ai retrouvé en frimousse, j'ai vraiment ri. Ça m'amusait, ça m'a vraiment fait marrer de la retrouver en 1920. Et c'est un peu une sorte de Highlander, ce film. On se retrouve et pour la première fois, là où on n'a aucune relation dans cette série, ou si ce n'est une relation, là c'est plus concret, c'est un peu plus dans la chair. Voilà. C'était assez marrant. Mais sur la question d'Hippocrate par rapport au film, il y avait quelque chose, en tout cas de redécouvrir Louise en 1920, c'est une image qui m'a frappé. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais ça vaut ce que ça vaut. À ce moment-là, quand on te propose ça, que ça allait changer ta carrière. Ah non, je sais rien. Je n'ai pas cette notion de carrière. Je trouve que chaque expérience est une joie et un privilège, donc j'essaie d'en profiter. On parlait tout à l'heure du dynamisme du scénario, mais effectivement, pour faire un film très efficace, très rythmé, en 1h30, c'est assez rare aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un gros travail au niveau du montage aussi? Oui, alors après, oui, il y a toujours un gros travail au niveau du montage, effectivement. Après, il y avait le scénario était déjà assez resserré, donc finalement, il n'y a pas eu tellement de
couple, mais il y avait plus des questions de rythme qui sont posées notamment dans la première demi-heure du film. Puis après, comment faire entrer effectivement le personnage de Louise Bourgoin, qu'elle rentre vraiment dans le film par effraction. Ça a été vraiment aussi une vraie question et tout un travail, effectivement. On va peut-être prendre une dernière question. Allez, il y en a trois. Allez, 3 dernières questions. Alors moi j'avais une question. Je voulais savoir, vous avez choisi cette fin parce que vous voulez un rebondissement ou parce que vous pensez que Layla c'était le grand amour de sa vie? Parce que je trouve qu'elle lui a laissé plus de place pour s'exprimer, pour peut-être ressentir ce qu'il pensait, alors que Louise, elle a plus exprimé ses sentiments, elle n'a pas vraiment laissé de place à ses sentiments. Elle lui a dit juste tu fais ci, tu fais ça, tu lançais le couteau et elle n'a pas vraiment exprimé ses émotions. Oui, alors la fin c'est le retour. Enfin, après, je sais pas, vous l'avez peut-être pas vu comme ça, mais c'est le retour de Karim donc chez Lila. De toute façon, pour moi, ces deux femmes, elles ont deux façons d'aimer, c'est vrai, qui sont différentes. À la fois, il y a d'un côté Julie Delaunay qui recrée avec cet homme l'homme qu'elle a connu, et le film effectivement va interroger ça, c'est-à-dire qui aime-t-on quand on aime quelqu'un. C'est la scène dans l'église, quand Leila elle revient vers lui, qu'elle lui dit je t'aime tellement, et Karine lui dit mais tu aimes qui? Je ne sais pas qui je suis. Voilà. Donc qui aime-t-on quand on aime quelqu'un? Est-ce que c'est le souvenir qu'on a avec quelqu'un, le fantasme qu'on en a? Est-ce qu'elle aime l'homme qu'elle recrée avec lui? Et ça, c'est tout ce qu'on voit dans les scènes dans le studio photo où elle recrée avec lui tous les souvenirs de leur mémorables, de leur rencontre amoureuse. Et donc, elle l'invite en fait à rentrer dans son rêve, et lui, il vient prendre cette place dans le rêve qu'elle lui offre, parce qu'après tout, c'est une place assez confortable, n'est-ce pas, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, et finalement, Louise, c'est l'autre façon d'aimer, comme disait Leila tout à l'heure, voilà, elle est prête à lui rendre sa liberté, et la liberté, ça peut aussi faire peur. Voilà. Et donc, ces deux femmes se caractérisent de cette manière. Et quant au choix de l'homme à la fin, effectivement, c'est un choix amoureux. Voilà, il revient dans le rêve que cette femme lui a offert dans cet espace-là, et il prononce cette phrase finalement assez mystérieuse. Il lui dit c'est moi. Et en fait, voilà, et tout le film, c'est aussi la question sur son identité. Et ce moi-là, en fait, finalement, il reste mystérieux, et ce mystère n'appartient qu'à lui. Voilà. C'est ça aussi qui était important pour moi à la fin du film. Il revient, il dit c'est moi, mais ça reste mystérieux. Voilà. Donc bonsoir, bravo à tous pour ce film et bravo Guillaume pour ce premier film. J'avais une question pour le réalisateur. Je voulais juste savoir, est-ce que vous aviez déjà pensé à Leila et Louise pour ce film dès que vous avez commencé à l'écrire, et pourquoi vous les aviez choisis? Voilà, et une autre question pour Leila, est-ce que tu as eu une préparation spécifique pour ce film? Est-ce que tu t'es préparé, tu as pensé à quelque chose en particulier pour faire ce film? Oui, en fait, le choix des acteurs s'est fait en plusieurs temps. D'abord, j'ai rencontré Karim, voilà, assez en amont sur le projet. Donc, tu as passé un essai même, voilà, et un essai qui m'a beaucoup ému, qui m'a bouleversé, et c'était, je dois dire, une évidence pour moi. Voilà, parce qu'il y avait vraiment cette présence très, très ancrée dans la terre, quelque chose de très terrien, et à la fois dans son regard, j'ai vu un grand gouffre dans lequel peut-être tomber, voilà, qui était aussi peut-être le gouffre, le vide de l'amnésie, et j'aimais beaucoup ce contraste entre les deux. Et avec Louise, on s'est rencontrés autour des chansons. C'est ça qui l'a beaucoup séduite, enfin, au-delà du scénario, c'était de pouvoir danser, de pouvoir chanter. C'était une chose qu'elle n'avait jamais faite au cinéma. Et puis avec Leila, c'était, comme tu l'as dit tout à l'heure, autour de cette envie d'incarner une grande amoureuse prête à tout pour son homme, et dans un film qui allie la romance et le suspense. Et c'est vrai que quand on s'est rencontrés, j'ai vu tout de suite le feu de l'amour fou, quoi, dans les
Non, mais parce que. Voilà, c'est bon. Et donc, voilà, c'était exactement ce qui était. Enfin, voilà, c'était exactement ce qu'il fallait pour Julie. Cette énergie-là, voilà, ce feu-là. Une question pour les gars. Moi, la préparation, Louise, elle a vraiment. Et vous avez toi aussi. Vous êtes vraiment préparé. Oui, non, pour le coup, alors, moi, il y avait un truc, c'est que j'avais besoin avec ce film de ne jamais. Parce qu'on a tourné en Bourgogne. Et j'avais vraiment besoin de ne pas rentrer chez moi. Il fallait, comme Julie, il fallait que je sois dans une espèce de parenthèse. Donc, j'ai ramené toute ma famille. On est 488. Du coup, je suis vraiment restée. Et ça a été vraiment une préparation émotionnelle. Il fallait que je sois dans un espèce de truc pour Julie où je pense qu'à elle et que je pense qu'à lui, en fait. Il y avait un espèce de. Donc, du coup, c'était chouette. Et de penser à Karim Leclou toute la journée, il a pire. Donc, je suis trop heureuse. C'est moi que tu as choisi. Tu te souviens. Notre dernière question. Du coup, pour les décors, il y a eu beaucoup de choses comme l'appareil photo ou que ce soit la voiture qui était assez ancien. Du coup, je voulais savoir en fait comment vous avez fait pour avoir tout ça sur le tournage. Oui, bah, en fait, les décors, en fait, on a. Alors, comment est-ce qu'on a fait? Alors, en fait, il y a des. On les a loués. Recherche. Non, mais je blague, parce que l'appareil photo et la voiture, tout bêtement, en fait, il y a des endroits où ça se loue. Et après, concernant les décors, évidemment, il y a toute une longue recherche qui est faite par des repéreurs, et donc ils sont envoyés, donc là en Bourgogne en l'occurrence, et en Pays de la Loire, avec un certain nombre d'instructions, d'envies comme ça que moi j'avais, et puis qui ramènent des photos, puis après on choisit ces photos, et puis on va voir sur place. J'ai dit t'es trop mignon, tu dis toutes les. Ah oui, c'est ça. Et là, en fait, comment dire, ce qu'il fallait, c'était avoir un certain nombre de décors où il n'y avait pas trop de transformation. Et alors, on a la chance parce qu'en Bourgogne, justement, c'est une région qui n'a pas tellement bougé. Et donc, quoi? Depuis 1920. Non, mais c'est pas si facile, hein, croyez-moi. Et donc, effectivement, non, en tout cas, voilà, il y a eu pas mal d'interventions quand même. Et c'est vrai qu'on n'était pas dans une logique de reconstitution scrupuleuse de l'époque, et on avait envie avec l'équipe, chef décoratrice, et le chef opérateur, la chef costumière, disons, de faire un film vivant et de faire un film un tant soit peu moderne, c'est-à-dire que, voilà, encore une fois, éviter la reconstitution scrupuleuse et d'être dans une forme d'épure, quelque chose d'assez minimal, et on s'est inspiré d'un peintre qui s'appelle Wilhelm Hammershey, un peintre du début du XXe siècle, un peintre danois qui a beaucoup peint des intérieurs, où l'époque justement se sent à travers assez peu d'éléments, et c'est ça qui est intéressant parce qu'il y a quelque chose d'assez intemporel, et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a quelque chose aussi d'intemporel dans les enjeux amoureux de ce film, et on avait envie que ça se retrouve aussi au niveau de l'esthétique du film. Voilà. Merci beaucoup, c'était une super avant-première dans tous les sens du terme, parce qu'on était très contents de tous vous accueillir. Et merci aussi Batrim qui a organisé cette avant-première. Et c'est aussi une super avant-première parce que le film sort le 5 avril, et donc vous êtes les premiers, parmi les premiers ambassadeurs du film. Revenez le voir. Et donc du coup, effectivement, ces premiers ambassadeurs vont se servir d'une bouche à oreille pour faire du film un succès le 5 avril prochain. Merci beaucoup. Ça va